Sam Harris, en bon scientiste matérialiste qu'il est, a une vision déterministe de l'être humain. Et ça donne lieu à une conception de l'éthique complètement différente, non seulement de celle de Ferry, mais aussi de celle qui est largement partagée dans la culture occidentale. Justement, la notion de responsabilité et avec elle celle de blâme et de louange ou d'admiration sont étrangères à la conception de l'éthique de Sam Harris. J'ai déjà mentionné que ce qui est primordial pour lui en éthique, ce sont les conséquences des actions. On considère comme bonnes les actions qui ont des bonnes conséquences et comme mauvaises les actions qui ont des mauvaises conséquences. On dit qu'il a une conception conséquentialiste de l'éthique. Pour continuer avec le même exemple que dans la vidéo précédente, en ce qui concerne l'homosexualité, ce qui est pertinent pour savoir si elle est immorale ou non, ce n'est pas de savoir si on choisit d'être homosexuel. On ne le choisit pas, c'est établi. Non, ce qui est pertinent, c'est de savoir si ça cause du tort avoir des relations homosexuelles. Et les faits empiriques montrent qu'en soi, les relations homosexuelles ne causent de tort à personne. Aussi longtemps que ça se fait entre adultes consentants et qu'on prend les précautions qui s'imposent pour se protéger, tout va bien, mais ça, c'est valable pour toutes les relations sexuelles. Certains vont dire que l'homosexualité est nuisible parce qu'elle empêche la reproduction de l'espèce. C'est empiriquement faux. Les relations homosexuelles n'empêchent pas la reproduction de l'espèce. Elles font juste ne pas y contribuer. Au même titre que les relations hétérosexuelles accompagnées de contraception. Ou même en fait, toutes les relations hétérosexuelles qui consistent en autre chose que le coït. Et aussi bien en ce qui concerne l'orientation sexuelle qu'en ce qui concerne n'importe quel autre aspect de la vie humaine, la question pertinente pour savoir ce qui est moral et ce qui est immoral, dans le cadre de la conception de Harris, c'est pas de savoir si on choisit une chose. On ne choisit pas, on est déterminé. Ce qui est pertinent pour savoir ce qui est moral et ce qui est immoral, c'est de savoir quelles conséquences les actions peuvent avoir. Vous savez, la négation du libre arbitre fait peur à des gens qui réagissent en disant « Mais si on nie le libre arbitre, on est en train de dire qu'il faut pas punir les criminels, les voleurs, les meurtriers, les pédophiles. » Non, non, attention ici, là. Nier le libre arbitre, c'est bel et bien dire que les criminels sont devenus des criminels à cause d'un ensemble de facteurs déterminants qu'ils ne contrôlent pas et qu'ils ne peuvent pas choisir d'être autrement que comme ils sont. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas se protéger contre leur façon d'agir. Les voleurs, les meurtriers, les pédophiles font des actions qui ont des mauvaises conséquences. Ils font souffrir les autres. C'est une raison qui suffit amplement à s'arranger pour les empêcher d'agir et, si on peut, les amener à changer de comportement en les plaçant dans les déterminismes adéquats pour que ça arrive. En fait, selon moi, c'est pas du tout une conception dangereuse et c'est même le contraire. Si on admettait que pour qu'un comportement soit immoral,
il faut que ce comportement-là soit librement choisi par celui qui l'adopte. Imaginez qu'on parvienne à montrer que les pédophiles ne choisissent pas leur attirance sexuelle envers les enfants, par exemple. Ça nous obligerait à dire que la pédophilie n'est pas immorale. Ben, avec un point de vue strictement conséquentialiste, comme celui de Harris, on s'en fout que ce soit pas un comportement choisi. De toute façon, c'est un comportement qui fait du mal. Alors on doit réagir pour l'empêcher. Accepter d'excuser moralement un comportement parce qu'il s'explique par des facteurs déterminants, voilà qui paraît dangereux. Beaucoup plus dangereux que de simplement admettre que les comportements sont toujours déterminés. Et les bonnes questions à se poser, c'est, bon, est-ce qu'ils sont bénéfiques ou nuisibles? Et ensuite, une fois que ça s'est établi, comment faire pour favoriser les comportements bénéfiques? Et comment faire pour éviter le plus possible ceux qui sont nuisibles? Contrairement à ce que dit Ferry dans Qu'est-ce que l'homme, ce n'est pas parce qu'on nie le libre arbitre qu'on renonce à l'éthique normative. Pour établir les règles morales, on regarde les conséquences des façons d'agir. On n'a pas besoin de postuler le libre arbitre pour prévoir les conséquences de nos comportements. Seulement, Ferry a quand même raison sur un point. Si le libre arbitre n'existe pas, alors prescrire les règles ne suffit pas pour qu'elles soient suivies, puisqu'on ne peut pas choisir de les suivre. Si on est déterminé de façon à agir à leur encontre, on ne les suivra pas. Et c'est pour ça qu'en plus d'établir des bonnes règles, on doit aussi faire autre chose. On doit trouver des moyens de rendre les humains déterminés à faire des bonnes actions et à éviter les mauvaises actions. Et devinez par quelle méthode on va faire ça? Eh oui, la science. En comprenant de mieux en mieux le fonctionnement du cerveau humain et la façon dont les facteurs environnementaux agissent sur nous, on sait de mieux en mieux comment on doit façonner l'environnement social pour favoriser des comportements moraux. Alors, il s'agit entre autres de savoir comment faire l'éducation des enfants et quelle politique sociale il faut établir. Les règles ne sont pas inutiles si le libre arbitre n'existe pas, contrairement à ce que dit Ferry. Elles sont utiles dans la mesure où elles font partie du déterminisme social. Elles doivent être inculquées. Elles doivent faire partie de l'acquis. Donc, on voit que ce sont deux conceptions de l'éthique et du sens moral qui sont différentes. Mais aucune des deux n'est incompatible avec une éthique normative.